On va reprendre pour la dernière table ronde de cette journée. Et je vais être très très bref. Dans les travaux de sciences sociales de la santé et de l'environnement, une notion a été beaucoup discutée ces dernières années, qui est la notion de violence lente qui avait été proposée par le chercheur Rob Nixon. Et il définissait les violences lentes comme des violences qui ne sont précisément jamais définies comme telles, jamais définies comme des violences, parce qu'elles agissent hors de nos vues et souvent avec des effets différés. Rob Nixon est un chercheur en études littéraires et son propos initial consistait à explorer des récits qui permettent de rendre visible ce que les temporalités longues des contaminations ou l'invisibilité matérielle de certains toxiques soustraient à notre attention et à nos regards. Donc en préparation de ce colloque, s'est imposée à nous la nécessité d'ouvrir une table ronde à la création littéraire en l'occurrence, au sujet de ces expositions aux toxiques et en particulier à l'amiante. Donc c'est pourquoi nous tenions à proposer cette table ronde. Elle sera animée par Judith Renhorn, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et titulaire de la chaire de recherche santé et sciences humaines et sociales de cette même université, dont vous pouvez consulter l'ensemble des activités en ligne. Donc les travaux les plus récents de Judith porte sur l'histoire des expositions professionnelles au plomb notamment, mais aussi des conflits sociaux et des controverses scientifiques autour du plomb, ce qui a donné lieu notamment à la publication du livre Blanc de plomb en 2019 aux presses de Sciences Po, que vous retrouverez normalement dans la librairie qui s'est installée en bas. Judith a également récemment a rédigé le bilan historiographique le plus récent en français sur l'histoire de la santé au travail, dans un des derniers numéros de la revue Le Mouvement social. Et ces travaux actuels et à venir s'inscrivent dans le prolongement d'une histoire sociale attentive à décloisonner les enjeux de santé au travail et de santé environnementale. Je te laisse la parole, Judith. Merci beaucoup Renaud et bonsoir à toutes et à tous courageux en cette fin de journée. Donc on va en effet faire un petit pas de côté. Arthur McIvor début d'après-midi s'interrogeait sur qu'est-ce que l'histoire orale apporte à notre sujet du jour, en l'occurrence à l'amiante et au-delà aux toxiques, on va dire. Et du coup, l'idée de cette table ronde, c'est en effet qu'est-ce que la littérature apporte à cette question. Donc voilà, bienvenue dans cette table ronde qui est consacrée donc à 3 ouvrages. Une fois n'est pas coutume, donc je voudrais vraiment remercier les organisateurs et organisatrices de ce très beau colloque, d'avoir eu cette riche idée et d'avoir aussi eu la riche idée de me confier l'animation de cette table ronde pour moi, parce que ça m'a permis effectivement de lire ces livres pour préparer évidemment cette table ronde. 3 récits qui mêlent l'histoire intime et l'histoire avec sa grande H, comme disait Georges Perec, et évidemment notion particulièrement pertinente quand on parle d'amiante, de maladie et de mort. 3 livres intimes et engagés qui explorent chacun à sa manière les traces laissées par les mondes ouvriers, mais aussi par les héritages familiaux et en particulier le lien père-fils, les silences, les blessures d'un passé ouvrier enfoui ou en voie de disparition. Alors j'ai donc le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Dulude, immédiatement à ma gauche. Sébastien Dulude, donc poète, essayiste et éditeur québécois, auteur de plusieurs recueils de poésie, qui a publié récemment donc son premier roman, Amiante, un livre dont le narrateur est Steve, un jeune garçon, puis adolescent, qui vit dans la petite ville de Thetford Mines, dans la région des grandes mines d'amiante de l'Est du Québec. Où vous avez grandi d'ailleurs, Sébastien, me semble-t-il. Un livre extrêmement haletant, puissant et tragique, marqué par une parole d'enfant qui peine à émerger d'un monde contraint à la fois par l'environnement minier et par une figure paternelle tout à fait dure. Ensuite, Christian Astolfi, romancier donc au milieu, romancier français, qui est l'auteur de 5 ouvrages, dont l'avant-dernier, publié en 2022, s'intitule « De notre monde emporté », un texte méditatif et lui aussi très politique qui remonte les rivières de l'enfance, du père disparu au début du récit et du monde disparu avec lui.
un monde de gestes et de mots rares, de silence épais que le narrateur, qui s'appelle Narval, ouvrier au chantier naval de la Seine-sur-Mer, décrit comme un gigantesque navire qui sombre, emportant avec lui ses vies à la fois minuscules et majuscules, frappées par la maladie professionnelle. Et puis enfin, Alberto Brunetti, écrivain et journaliste italien qui travaille notamment pour le journal Il Manifesto, qui a publié plusieurs ouvrages qui ont reçu des prix en Italie, qui ont pour certains été adaptés au théâtre. Et donc Amianto est son premier livre traduit en français, sauf erreur de ma part, traduit par Serge Quadrupani, qui est un récit où la mort du père ouvrier devient le point de départ d'un récit social à la fois drôle, féroce et profondément politique, situé dans la Toscane industrielle des années 70-80 de la Maremma, qui interroge l'héritage de classe, la transmission et les effets toxiques, littéralement et symboliquement, du travail ouvrier. Donc 3 ouvrages que relie en quelque sorte l'amiante, la disparition et la mémoire, et qui nous invitent à réfléchir ensemble sur les effets durables du travail et du monde ouvrier sur les corps, sur les familles, sur les langues et sur les récits. 3 ouvrages qui, bien que extrêmement différents dans leur forme, on y reviendra évidemment, très différents aussi, vous l'avez compris, dans leur contexte géographique, tous se situent cependant historiquement, grosso modo, entre les années 70 et les années 90 du XXe siècle. 3 ouvrages qui partagent donc des thématiques fortes liées à la mémoire ouvrière, mais aussi à la transmission et aux traces du passé industriel et finalement à quelque chose qui pourrait s'apparenter, pour nous, historiens et praticiens et praticiennes des sciences sociales, à des archives de l'intime. Chacun de ces textes fait donc entendre une voix singulière dans un geste littéraire à la fois personnel et, dans une certaine mesure, assez universel, quoique chacun puise plus ou moins à l'autobiographie, on y reviendra. Donc on le sait, l'histoire et la littérature sont 2 régimes de récits différents, mais qui partagent cependant des outils, le récit évidemment, mais aussi la temporalité, des personnages et puis des archives. Et elles sont très nombreuses dans ces ouvrages à divers titres. Mais elles diffèrent aussi par leur finalité, puisque l'historien, l'historienne reconstruit, documente, établit, et que l'écrivain, on dirait, puisqu'ici il y a 3 écrivains, explore, donne chair et exprime. Et pourtant, les récits littéraires peuvent en quelque sorte travailler l'histoire autrement, travailler le matériau historique autrement, en y introduisant du sensible, de l'invisible, du vécu subjectif, de l'émotion et aussi des silences. Et il me semble que dans des ouvrages comme Amiante ou De notre monde emporté, c'est véritablement par l'intime qu'on atteint le collectif. L'histoire d'un père qui devient celle d'un monde ouvrier, d'une génération, et bien souvent aussi d'un territoire disparu, où le corps malade devient en quelque sorte l'archive de ces récits. Le silence familial devient symptôme social, et ici, évidemment, les écrivains ne sont pas des historiens, mais ils écrivent une forme d'histoire sociale ou de mémoire sociale que les archives officielles n'enregistrent pas, en restituant des voix, des odeurs, des gestes, des affects, des pertes. Donc, on va entrer dans l'univers de ces 3 écrivains en interrogeant leurs intentions, leurs formes, les matières aussi de leurs écritures et ce qui les relie malgré les distances géographiques ou culturelles. Alors, comme première question, comme entrée en matière, je voudrais tous les 3 donc vous interroger. Pardon, j'ai oublié d'indiquer, je suis désolée, que Manuela Nanni, qui est au bout de la table, traduira les propos en italien de Alberto Brunetti, enfin en tout cas les résumera en quelque sorte et les traduira donc pour le public non italophone. Donc je reprends en tant qu'entrée en matière. Je voudrais d'abord vous interroger tous les 3 sur ce qui vous a conduit à écrire ce livre. Est-ce que ce livre procède d'un projet personnel de longue date ou plutôt d'une urgence, d'une commande, pourquoi pas, d'un accident heureux ou malheureux, c'est-à-dire qu'y a-t-il à l'origine de l'écriture de ce livre? Est-ce qu'il y a la volonté de rendre hommage, de réparer ou de comprendre? Bonjour à tous, très heureux d'être invité dans ce colloque, et puis c'est très intéressant pour un auteur de littérature
d'avoir un public de scientifiques. Et en plus, là, le thème de l'amiante, le thème des résidus, le thème de l'oubli, tout ça entre en résonance avec ce qu'on écrit. Alors moi, en première intention, c'est effectivement l'amiante qui m'a motivé pour écrire De notre monde emporté. Ça vient de mon histoire familiale, intime. Moi, je suis issu d'une famille ouvrière. Je l'ai été aussi, ouvrier. Je suis né à Toulon. Donc, c'est à Fan, en face, la Seine-sur-Mer. Il n'y a que la rade de Toulon qui les sépare. Et donc, en première intention, l'amiante, ce qui m'intéressait, c'est d'être au plus près de cette fibre et de ce qu'elle faisait au corps. J'ai un oncle qui est mort d'un mésothéliome à la fin des années 80. Et donc, je l'ai accompagné les derniers mois, ce qui fut très difficile. Et j'ai vu les dégâts que faisait l'amiante à ce moment-là, à quelqu'un qui avait été, si j'ose dire, charpenté pour vivre jusqu'à 100 ans, pratiquement. Et donc, en première intention, j'ai fait ça. Je me suis dit, je vais écrire au plus près du corps. Et puis, très vite, je me suis aperçu que cette fibre, que je connaissais, bien sûr, était autre chose qu'une maladie qui allait être produite. C'était une histoire industrielle, c'était une histoire politique, c'était une histoire politique à travers des mensonges politiques. Et donc, j'ai très vite élargi à une situation dont j'avais connaissance, qui était celle des chantiers navals de la Seine-sur-Mer, qui était représentatif de ce qu'était la classe ouvrière dans les années 1970, 60 et avant, puisque quand les chantiers navals de la Seine-sur-Mer ferment, ça faisait 136 années qu'ils existaient, donc ils avaient vu passer des guerres, et ils avaient construit plus de 2000 bateaux, et donc c'est à la fois un monde qui s'écroulait, et qui les laissait héritiers que de l'amiante finalement, et de la maladie qui allait germer dans leur corps. Donc ma première intention, je ne vais pas faire plus long, c'était ça, et puis j'ai très vite élargi à la désindustrialisation, et puis les années 80 qui m'intéressaient, que j'ai vécu à titre personnel, c'est-à-dire l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, de la gauche au pouvoir, et de comment tout ça a impacté. Et l'amiante, qu'est-ce qu'elle est devenue là-dedans? J'irai pas plus loin. Oui, bonjour. Pour ma part, c'est un projet de roman, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et en fait, puisque j'arrivais de la poésie, j'étais arrivé à une certaine limite dans l'écriture où j'avais envie de créer des personnages, développer un rapport à un lieu. C'était évident pour moi que j'allais revenir sur le lieu de mon enfance. En 83, ma famille et moi, on est déménagés donc à Thetford Mines, qui est une des deux villes où il y a des puits à ciel ouvert d'amiante. Et c'est une expérience qui m'a frappé, qui m'a, je pense, marqué comme jeune enfant, qui m'a quand même impressionné de manière forte. Non seulement le territoire de manière visible avec les terrils, là, que chez nous on appelle des dompes, ça, tout de suite ça impose à la vue quelque chose d'assez particulier. Et il y a tout le bruit aussi, l'activité minière, même si c'était un déclin, on était au début de la fin de l'industrie là-bas. C'était d'ailleurs pour ça que ma famille, on s'était installé. En fait, mon père avait un mandat très particulier auprès d'une compagnie minière. Mais c'est un roman dans lequel j'allais vraiment plutôt examiner la dimension intime, comme vous l'annonciez, donc cette idée de passer de l'enfance à l'adolescence, mais je sentais bien que le territoire allait agir, mais me glissant dans un narrateur de 9 ans, j'ai laissé le lien avec le territoire se matérialiser un peu à la mesure que, comme enfant, on en fait l'expérience. Donc, au début, c'est ça, c'est un milieu particulièrement marquant. Je me souviens du bruit, entre autres, le dynamitage à tous les jours, qui était précédé de sirènes, avec un coup de dynamite qui était franchement impressionnant pour un jeune enfant. Moi, je suis pas né là, donc il y a clairement quand même un ressenti très fort de tout ça. Je me souviens même que à minuit le samedi, lorsque la mine fermait 24 heures, dans la nuit, quand la mine se taisait, ça me réveillait. Tellement il y avait toujours ce bruit d'arrière-plan.
Et, mais c'est ça, j'avais pas une histoire sociale en tête nécessairement, même si à l'adolescence, le narrateur prend conscience de certaines choses, un peu comme moi, j'ai compris au fur et à mesure certaines nuances. Moi, j'arrive dans une ville à l'époque où on parle surtout d'emploi. On ne parle que d'emploi. En fait, on ne parle pas de santé du tout. On ne parle pas encore d'environnement, loin de là. C'est l'année de Tchernobyl. C'est l'année où un ministre chez nous s'est fait élire dans la région avec le slogan « Un abri nucléaire pour notre région ». C'est-à-dire que si les mines fermaient, on pourrait peut-être les transformer en bunkers nucléaires ou antinucléaires. Donc, c'est vraiment une drôle d'époque. Je voulais écrire là-dessus. Et dans tout ça, il m'est apparu, ça c'est la dernière chose que j'ajouterais pour cette question, que là où vraiment m'apparaissait qu'il y avait un roman, c'était autour du mot même « amiante », que je trouvais d'une certaine manière très beau, qui contenait évidemment « ami », aimanté, vraiment tout un potentiel poétique derrière ça, mais il y a tout le versant positif, là, avec beaucoup de guillemets, que j'avais envie d'explorer, c'est-à-dire qu'en théorie, l'amiante protège, empêche le feu de nous gagner, isole aussi de manière qui peut être positive aussi. Et je me souviens très bien d'avoir appris jeune, dans les grandes années de l'amiante au Québec, on appelait l'amiante l'or blanc. Donc, je crois qu'il y avait une lumière de ce côté-là, qui était celle de l'amitié, qui est le début du roman, mais ça allait basculer évidemment vers un drame. Et là, on allait être en contact un petit peu plus directement avec la toxicité du milieu et la violence du milieu. Grazie per l'invito. Io sono il figlio di un saldatore di una casalinga e mio padre è morto per un tumore polmonare collegato all'amianto. Alors, il remercie pour l'invitation et donc il est un fils d'une femme ménagère et d'un ouvrier soudeur qui est mort à cause de cette fibrose causée par l'amiante. Mio padre si è ammalato nel 2002, subito dopo essere andato in pensione ed è morto nel 2004. Alors, son père, il est tombé malade juste après avoir pris sa retraite en 2002, il est mort en 2004. E dopo questa morte io per 5-6 anni non sono stato capace neanche di verbalizzare questo evento, quindi non riuscivo proprio a raccontarlo in nessun modo, neanche in maniera informale. Après sa mort, il n'a pas réussi tout de suite à même pas verbaliser tout ce qui était autour de la mort de son père d'une n'importe quelle manière, donc il ne pouvait pas en écrire. Quello che succede è che quando si ammala una persona così in famiglia, si ammala tutta la famiglia e ci siamo trovati in una sensazione di ingiusta, nel senso che sentivamo noi la colpa e la vergogna di questa morte e non riuscivo a tradurla in una domanda di giustizia. Alors, ce qui se passe quand quelqu'un de la famille tombe malade, c'est que toute la famille tombe malade et la sensation que toute la famille ressentait de faute et de honte et il n'arrivait pas à la traduire dans une sorte de demande de justice. A un certo punto qualcosa è cambiato e sono riuscito a digerire questa ferita e a trasformarla in un atto di denuncia tramite la scrittura. Au bout d'un moment, quelque chose a changé et il a réussi à transformer l'écriture dans un acte de dénonciation. È cominciato in maniera quasi burocratica perché il sindacato ci aveva informato che potevamo chiedere il riconoscimento dell'esposizione professionale per la morte di mio padre, anche dopo la morte, in quanto eredi. Et en fait, tout a commencé de manière très bureaucratique parce que le syndicat a prévenu la famille qu'ils pouvaient faire valoir leurs droits et même si son père était mort, demander des dédommagements. E quindi, siccome mia mamma doveva fare tutta una serie di pratiche, di interviste con il tribunale, mi ha chiesto di aiutarla nel mettere insieme la storia perché dovevamo ricostruire la storia di mio padre. La storia professionnelle di mio padre. Et en fait, c'est sa mère qui lui a demandé de l'aider parce qu'il fallait constituer le dossier, l'histoire professionnelle de son père, donc aller chercher à droite et à gauche les documents pour reconstruire l'histoire. In realtà questo libro l'abbiamo scritto a 4 mani io e mia mamma insieme perché abbiamo ricostruito la storia e a un certo punto questa storia era diventata una storia che aveva una sua forza quasi letteraria, narrativa e ho pensato che dovesse trasformarsi in un libro. Donc en fait, l'histoire a été écrite à 4 mains, donc au début pour un souci bureaucratique, mais au final, il s'est rendu compte qu'elle avait un élan poétique, littéraire, une dignité littéraire.
Questa cosa ha anche aiutato mia madre in qualche maniera a uscire dal senso di colpa che paradossalmente le vittime interiorizzano, un senso di colpa per non aver fatto abbastanza, per non aver protetto in qualche maniera nostro padre, e abbiamo trasformato questo senso di colpa appunto in una denuncia, e la solitudine dopo è diventata una forma di solidarietà. Et en fait, il y a eu cette transformation de sens de culpabilité que la famille ressent puisqu'elle n'a pas réussi à protéger son propre membre de la famille, et l'a transformé dans un sens de solidarité. Tanto che il libro, dopo che è uscito, è stato adottato dalle associazioni di familiari e di vittime dell'amianto. Erano gli anni del processo Eternit, è stato un processo internazionale molto importante e è diventato alla fine una sorta di libro comunità, un libro in cui tante altre persone con storie simili si sono riconosciute. Donc à la fin, après la publication, le livre a été utilisé par des associations lors du procès Eternit en Italie, et donc c'est devenu un livre de communauté, en quelque sorte. Purtroppo chiudo dicendo questo, che non sono arrivati dai tribunali in Italia delle risposte di giustizia che aspettavamo, e quindi purtroppo siamo costretti a scrivere per trovare una giustizia poetica, ma vorremmo che la giustizia arrivasse, quella vera, concreta, dai tribunali, ma siccome non arriva, ecco, la cerchiamo attraverso i nostri eroi di carta, però è ancora un po' una sconfitta per me, nel senso che sono costretto a farmi giustizia con la penna quando la giustizia non arriva dai tribunali, ecco. Et pour conclure la réponse à cette question est que malheureusement la justice, celle des tribunaux, n'est pas arrivée, donc il n'y a pas eu une solution d'un point de vue de la loi, et donc il faut que la justice soit une justice poétique, et c'est à travers le stylo et la plume qui va chercher cette justice au lieu que dans un tribunal qui n'a pas répondu de manière conséquente. Merci beaucoup. Alors on voit et on entend bien à vous écouter que l'histoire personnelle, l'histoire intime, l'histoire familiale est absolument fondamentale dans la mise en écriture, en quelque sorte, dans la mise à l'écriture. Et en même temps, vos trois ouvrages, clairement, s'inscrivent à la croisée, justement, de l'intime, du personnel et du politique, on va dire, du littéraire et du documentaire, avec une volonté plus ou moins claire, plus ou moins explicite de travailler sur cette articulation. Alors, je voulais vous poser des questions, mais le temps file autour du choix du type de récit. Mais j'en arrive plus rapidement, et vous ajouterez si vous voulez quelque chose sur le choix du récit, mais j'en arrive plus rapidement à la question précisément de l'articulation entre l'intime et le politique, l'historique, et donc à la figure du père qui, à mon avis, précisément incarne de manière diverse, évidemment, chez chacun d'entre vous, cette articulation. C'est-à-dire que le père, il est précisément, et cette figure paternelle, elle est précisément à l'articulation entre la mémoire intime, la mémoire familiale et la mémoire ouvrière, puisque ces trois pères, précisément, sont des ouvriers. Et finalement, dans ces trois ouvrages, il y a un travail de deuil, qui est celui du père, avec d'ailleurs la scène de l'enterrement du père, qui est présente dans les trois ouvrages. Celle aussi, la mort aussi de l'ami de cœur chez Sébastien Dulude, mais aussi la mort et la disparition et l'enterrement peut-être d'un monde. Et donc c'est bien là qu'il y a cette articulation précisément, et que du coup l'écriture, me semble-t-il, chez vous devient une sorte d'acte politique de transmission, de lutte contre l'effacement, à la fois de l'héritage au sens le plus biologique du terme, et de l'héritage bien sûr historique et social. Donc voilà, tous vos ouvrages, chacun de vos ouvrages évoque cette mémoire filiale blessée, mais aussi cette mémoire ouvrière blessée. Et donc, pour vous, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi, en quelque sorte, quelle place occupe le lien entre l'héritage familial et l'héritage ouvrier, ou la mémoire ouvrière, en quelque sorte, dans vos textes? C'est-à-dire en quoi, d'une certaine manière, cette mémoire ouvrière est incarnée par la figure du père, sachant que ces figures du père sont extrêmement diverses.
Me concernant, bien sûr qu'elle est incarnée à travers la figure de mon père, qui était un ouvrier, celle de mon oncle dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, je me suis intéressé très vite en élargissant à 2 dimensions du travail. La dimension gestuelle, au plus près du geste de réalisation, en termes de compétences ouvrières, parce que là, on a affaire à des gens qui maîtrisent un métier avec des savoirs, des savoir-faire. Ce ne sont pas des employés, ce sont des ouvriers avec des compétences affirmées, en particulier dans ce milieu industriel de la construction navale, où il y a un certain nombre de corps de métier qui ont tous des compétences affirmées, et puis à la dimension collective. Comment ces gens font collectif entre eux. Et là, au chantier naval de la Seine, mais dans la sidérurgie, dans la métallurgie, dans des autres chantiers navals, c'était exactement la même chose. Ils se constituent en collectif à travers des attitudes, des modes de fonctionnement, des rites, des manières de se nommer. Par exemple, ils ont tous des surnoms. Donc, ils font corps de cette façon et ils sont la classe ouvrière, au sens que définissait Marx, c'est-à-dire une classe pour soi. C'est pour ça qu'ils ont aussi les moyens de la lutte, même si elle va échouer. Et donc, moi, les figures ouvrières que j'avais autour de moi, je les ai observées. Mon père, mes oncles, comme je disais, je les ai observés pendant mon enfance. Ils m'ont parlé à travers ce qu'ils m'ont montré. Ils m'ont parlé à travers leur dignité. Et ça, je l'ai compris qu'après. Quand on est adolescent, on est en opposition. Donc, moi, je l'ai compris qu'après. Et quand je me suis retourné, alors qu'ils étaient tous disparus, l'intime, comme vous dites, est remonté, m'a permis d'accéder aux matériaux. Et ensuite, comme je privilégie le roman à toute autre chose, parce que ce qui m'intéresse, c'est la fiction, travailler la fiction. Une fiction, veut dire, qui prend racine sur la réalité. Et donc la réalité est une recomposition fictionnelle où rien n'est exact, mais tout est vrai. Eh bien, à ce moment-là, tout est arrivé et j'ai pu, à travers la mémoire que j'avais de ce que j'avais vu, entendu et ce que j'avais vécu moi-même, parce que j'ai été pendant quelques années ouvrier dans la même situation qu'eux, à l'Arsenal de Toulon, j'ai pu recomposer l'ensemble. Et comme on était dans un contexte politique particulier que j'ai cité tout à l'heure, qui était l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, j'ai vu comment cette histoire politique impactait leur vie d'ouvrier, ce qu'ils en attendaient, la déception qu'ils ont eue en 1983, par exemple, avec le tournant de la rigueur, comme on a appelé, dont on paye le prix aujourd'hui, mais je n'irai pas plus loin. Et j'ai vu tout ça, et tout ça a fait sens. Et ensuite, j'ai laissé l'amiante arriver comme elle arrivait dans les corps. Par exemple, dans le corps du récit, elle va arriver très tard dans mon livre, parce que je l'annonce au départ, mais il faut lui laisser le temps de latence d'arriver dans les corps, et elle n'apparaît que dans la deuxième partie. Donc j'ai travaillé de cette façon. Je suis toujours un peu nerveux quand c'est le temps de discuter de la dimension sociale, de tout ça. Moi, j'ai essayé de créer, très important de mentionner, comme Christian le disait, que c'est un projet de fiction dans lequel on arrange un monde pour explorer les enjeux, pour les surexplorer. Donc, c'est sûr que là, la réalité, par moment, on la détourne un peu. À l'adolescence, si je prends le roman un peu à rebours, là, sans trop révéler, à l'adolescence, on est dans une ville dont le seul destin ouvrier, là, c'est une ville mono-industrielle, là, pour résumer, le seul destin, c'est la mine. Et là, on sait très, très bien que la mine n'engagera pas. En fait, la mine va
mettre à pied des travailleurs et tous les puits ferment un à un. Donc, il n'y a plus ce seul destin possible-là. Donc, cette espèce de manière de communiquer avec l'environnement est vraiment... la question devient où aller, où partir, comment sortir de cette ville que j'ai travaillé comme un trou. J'ai exagéré la réalité de cette ville comme si c'était un genre de trou noir qui aspirait les gens à y travailler. Donc, le regard est sévère, mais c'est un regard d'un adolescent sur sa situation. Il se dit, mais comment je vais sortir d'ici? Il n'y a pas d'école post-secondaire, d'éducation, c'est-à-dire d'éducation préuniversitaire dans cette ville-là. Ou enfin, oui, mais pas beaucoup, et il n'y a pas d'université non plus. Donc déjà, on sait qu'on va aller poursuivre probablement sa vie ailleurs et ne jamais repartir. Mais disons qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, où je situe mon narrateur à l'adolescence, il a tout simplement envie, en fait, de faire exploser cette ville-là. Et c'est là où la métaphore de l'amiante, du feu de mon personnage là, qui accumule en lui devenait intéressante. Comment se rebeller contre une ville qui, par essence, ne brûle pas, mais bien brûle les gens, en fait. Et là, si on recule, donc, tout ça est précédé par l'expérience du narrateur avec son père. À la maison, le père, qui est camionneur de mine, porte sur lui l'angoisse de son travail qui va disparaître, mais aussi toute une lignée de mineurs avant lui qui enseignent la vie de manière brutale, de manière physique, pour que les garçons s'endurcissent, parce que le seul destin dans cette lignée-là, c'est d'aller affronter la mine. Et traditionnellement, on a cette conscience d'un travail très, très difficile. Qui m'apparaît quand même assez hypocrite parce que dans les années 80 où je m'y installe, le travail à la mine n'est plus du tout comme dans les légendes d'avant, n'a rien à voir avec les conditions extrêmement pénibles que mes deux collègues ici décrivent dans leurs livres. On parle de camionneurs bien syndiqués et tout. Il n'y a plus de décès dans les travailleurs dans ces années-là. On a bien compris comment travailler l'amiante de manière un peu plus sécuritaire, au moins dans les conditions qui concernent l'extraction où je vivais. Et je ne m'avance pas trop sur ces détails-là, mais disons que j'ai essayé de créer une espèce d'articulation où le père aurait ses justifications à sa colère qu'il transfère sur son enfant, mais c'est surtout que le père s'obstine à vouloir endurcir son fils, Steve, même si c'est très bien que le destin de camionneur ne lui est pas possible. Mais c'est comme s'il veut quand même lui transmettre cette manière-là d'être un homme dans ce milieu-là. Et c'est là où toutes les valeurs idéologiques du travail et de la violence de ce travail-là est transmise dans une articulation vers l'intime. Et c'est un peu par des cercles concentriques. Donc, c'est comme si, dès l'enfance, Steve est emprisonné dans la famille, n'arrive pas à quitter la famille au sens symbolique, c'est-à-dire de nier le père, nier sa manière de l'éduquer et devenir ce qu'il est, parce qu'en fait, Steve, c'est un enfant comme il y en a plusieurs, sensible, plus délicat, plus intéressé par les matières intellectuelles, la lecture, avec un sens esthétique de la vie. Lui et son meilleur ami, ils se créent un autre petit cercle concentrique dans l'histoire, qui est cette cabane dans les bois, où ils se réfugient un peu à l'abri du monde. Ils sont dans les airs, en fait, ils ne sont pas liés à la terre. Ils regardent plutôt le ciel, des voies de sortie vers le haut, puisque le trou absorbe tout. Donc, c'est vraiment dans une manière... et c'est comme si j'avais anticipé, sans l'avoir vraiment pensé, toute cette question-là du social dans le roman. Il m'est apparu presque en l'ayant terminé, et il m'apparaît encore plus fort quand quand j'ai fait des activités beaucoup ici en France depuis la sortie du livre, où continuellement, et c'est super intéressant, on me parle de Saint-Étienne, on me parle de réalités semblables, et là, je réalise, oh là là, j'ai vraiment mis le pied dans une réalité que moi, je pouvais juste connaître comme un adolescent de 16 ans, puisqu'à cet âge-là, on a quitté la ville pour ne plus jamais y revenir. Donc, pour moi, c'est un sujet qui est quand même assez délicat, mais n'empêche, j'avais assez vu autour de moi, dans cette ville-là, comment il y avait des tabous reliés à cette carrière, je veux dire au travail principal, que les emplois allaient être perdus et que ça créait un stress. Et je sais que je n'étais pas le seul enfant à vivre un stress lié à tout ça à la maison aussi. Mais ouais, voilà, je m'arrête ici. Ok, sul legame padre-figlio direi che è ovvio, anzi probabilmente in francese questo è quello che voi chiamereste un récit de filiation, proprio una forma letteraria in cui il figlio racconta il padre che non ha avuto i mezzi non ha avuto il diritto all'accesso alla parola per raccontarsi, no? Tutta la generazione di operai non si è mai raccontata, o perlomeno non l'ha fatta nella forma della scrittura, e dal momento che mio padre ha lavorato in contesti molto brutali per farmi studiare, io restituisco qualcosa in qualche maniera, dandogli quelle parole che lui non ha potuto usare.
Alors, dans le cas d'Alberto Brunetti, le lien père et fils est évident parce que c'était son père. Et ce qu'il a dit lui-même, c'est qu'en français, peut-être on appellerait ça un récit de filiation. Et c'est dans la situation dans laquelle son père n'avait pas les mots, n'avait pas étudié pour s'exprimer, raconter son histoire. Et puisqu'il a travaillé dans des contextes assez brutaux, dans un environnement brutal pour le faire étudier, sa manière de restituer quelque chose à son père, c'est de raconter son histoire. E questo è già un atto politico in un certo modo, no? Direi. E l'altro atto politico è che non solo ho raccontato la sua storia, ma ho cercato di raccontarla perché potessero leggerla quelli come lui. Donc tout d'abord, c'est déjà un acte politique de donner la parole à son père qui ne pouvait pas écrire son histoire. Mais le deuxième acte politique, c'est de rendre lisible son histoire à quelqu'un qui était comme lui. Perché tendenzialmente non ci sono molti operai nella narrativa italiana, quando ci sono raccontati in forma abbastanza caricaturale e soprattutto diciamo, compaiono ai margini delle opere. Opere sono pensate per essere lette per un pubblico colto che non è di classe operaia. Tout d'abord parce que dans la littérature italienne, il n'y a pas beaucoup de personnages ouvriers. Ou s'ils sont là, ils sont là avec des traits très caricaturaux ou caricaturaux. Ou bien, et surtout, ils sont là pour être lus par un public cultivé. Io invece volevo scrivere per quelli come lui, magari ecco, per i suoi colleghi, quindi ho dovuto fare un altro atto politico, cioè quello di pensare una scrittura piana, una scrittura che fosse comprensibile per persone che non avevano troppa dimestichezza con il mondo della letteratura. E non è una questione semplice perché è molto difficile scrivere facile. Donc du coup, l'acte politique, c'était vraiment de donner à lire cette histoire à des personnes qui étaient comme son père, par exemple ses collègues, donc pas pour un public cultivé. Et pour le faire, il fallait aussi se plonger dans une écriture pleine, simple, la rendre plus lisible. Et ça, c'est très difficile parce qu'il est difficile de faire facile. L'ultimissima cosa politica che forse credo di aver fatto è stata quella di non scrivere nella postura del figlio, in realtà completamente. Infatti quasi mai lo chiamo babbo, che è il termine, ma ho cercato di pormi in una sorta di nella postura di chi sta facendo un'inchiesta operaia, che era un lavoro che si faceva negli anni 70, non di sociologia condivisa, in cui i ricercatori e operai le chiamavano in Italia con ricerca, perché ecco, io ho cercato di fare in qualche maniera un'inchiesta sulla mia storia, sulla mia famiglia, perché non volevo che fosse uno storytelling dei fatti propri, ma si aprisse questa narrazione a un'analisi sociale, ecco, e quindi passare e legare il privato, il personale e il pubblico collettivo sociale. Donc l'opération a été possible aussi puisqu'il ne s'est pas mis dans la posture du fils du père, donc il n'y a presque jamais le mot papa, babbo en toscan, mais il s'est mis dans la posture d'un chercheur, quelqu'un qui conduit une enquête, qui mène une enquête, comme on le faisait pendant les années 70 en Italie, entre ouvriers et chercheurs, et il y avait cette possibilité d'enquêter au niveau sociologique. Merci beaucoup. Donc, en effet, on le voit, l'attention au corps, ça a commencé à être dit, est extrêmement importante dans vos textes, qui sont vraiment traversés par cette attention au corps, corps usé, corps abîmé, corps silencieux, mais pas seulement. Et donc, je voudrais revenir précisément sur cette question du corps, des corps, dans toute leur diversité. Les corps accidentés par les blessures, chez Sébastien Dulude, ou l'éveil à la sexualité également qui est présent chez ce jeune garçon, les corps précocement usés des ouvriers qui sont attestés par les photos, et donc je voudrais revenir là-dessus, les photos qui sont présentes à plusieurs égards et à plusieurs moments en fait du livre de Alberto Brunetti, mais aussi cette photo qui est aussi le corps de ce territoire, qui est exactement au cœur du livre de Sébastien Dulude, entre les deux parties principales du livre, et qui montre précisément ce trou. Donc tous ces documents
souvenirs qui sont aussi des traces de l'intime, précisément, et qui viennent nourrir, en quelque sorte, le récit. Et à propos de cette dimension corporelle qui, évidemment, profondément liée à la fois au travail et à la manière dont les corps sont affectés par tous ces toxiques, l'amiante et d'autres, mais aussi, je voudrais du coup revenir sur la question qui, à mon avis, traverse de manière complètement invisible et transparente, en quelque sorte, vos textes, qui est la question du genre. Alors évidemment, ici on a 3 écrivains hommes. Ça aurait été très intéressant d'avoir aussi une écrivaine, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont vous articulez précisément, et c'est un peu la suite de ma question sur le père tout à l'heure, le fait que finalement, d'une certaine manière, il y a dans ces ouvrages, dans ces textes, plus ou moins explicitement, la question justement de l'héritage comme une lignée d'hommes, comme une lignée qui se construit par le travail. Mais où sont les femmes, en fait, dans vos ouvrages respectifs? Alors, elles passent, elles sont là, la mère ou les mères chez Sébastien Dulude, la femme, la jeune compagne chez Christian Astolfi, et la mère d'Alberto Punetti, qui est quand même très transparente, qu'on voit à plein de reprises, mais qui finalement n'est pas un véritable personnage avec toute l'épaisseur d'un personnage. Donc voilà, je voulais vous demander, qu'est-ce qui, pour vous, quelle est la dimension finalement masculine de votre écriture, de votre rapport à cette histoire que vous voulez raconter, et encore une fois, où sont les femmes et comment cette affirmation de l'importance du corps et de la maladie qui affecte le corps, d'une certaine manière, concerne d'abord et avant tout les hommes. Pour moi, où sont les femmes? Dans le livre suivant, elles diront, puisque c'est porté, je le dis tout de suite, par une narratrice à la première personne, et c'est un homme qui écrit. Bon, je reviens à de notre monde emporté, mais elles sont là, les femmes. Elles sont là, sauf que là, en l'occurrence, le milieu des chantiers navals, à la Seine-sur-Mer, fabrication de bateaux, c'est un milieu d'hommes. C'est un milieu d'hommes, c'est porté par des hommes dans une situation physique très dure. Il n'y a pas de femmes. Il n'y en a pas. Mais par contre, les femmes, elles sont dans la ville. Parce qu'en fait, c'est les chantiers navals de la Seine, c'est une ville dans une ville. Et les femmes sont dans la ville, et on s'aperçoit avec le personnage de Louise, qui est la compagne du narrateur, Narval, qu'elle est ouverte sur l'avenir. Je ne vais pas dévoiler. Tandis que Narval, il est l'archétype de l'ouvrier qui ne pouvait pas faire bouger les lignes. Parce que l'affiliation, parce que l'histoire au chantier naval avec tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les rites, les codes, il y a une logique d'enfermement. Donc, et c'est pas pour rien que je cite le droit à la paresse aussi. Et donc, les femmes, elles sont autour, mais elles sont dans un entour qui est précurseur d'avenir, je pense. Voilà. Y compris la compagne de l'autre, de Cochise. De Cochise. Alors Cochise, il est un peu à part, c'est que dans ce monde ouvrier, lui, il n'est pas enfermé. C'est un poète. Donc, il n'est pas enfermé. Et sa compagne, mais toutes les femmes là sont des figures indépendantes, je pense. Je pense. Un jour, en librairie, on m'a posé la question, quel est le personnage le plus important de votre livre? Et j'ai répondu, Louise. J'ai ni répondu Cochise, ni Narval, j'ai répondu Louise. Bon, voilà. Pour ma part, le roman, pour moi, c'est clairement un roman sur le devenir masculin. Ça, je l'assume complètement. Je voulais faire rencontrer le personnage de Steve avec un meilleur ami masculin lui aussi, à un âge d'extrême limite où on peut encore faire l'amitié comme on a envie, dans la proximité physique, sans que les comportements normés, les comportements sociaux qui définissent la masculinité s'immiscent dans leur bulle, mais à l'extrême limite de cet âge-là, pour leur donner le plus de maturité possible.
Et tous les personnages ont été pensés à partir de cette diade-là du couple de meilleurs amis. Donc, si on regarde un peu les familles, du côté de son meilleur ami, qu'on n'a pas encore nommé, mais qui s'appelle le Petit Poulain, du côté des Poulains, c'est une famille aimante. Ce sont des personnages secondaires, je n'avais pas besoin de les développer beaucoup. La mère fait une thèse, je pense, en littérature. Elle est présente pour surveiller les enfants et tout, mais elle travaille aussi à la maison. Je lui ai donné quand même une posture un peu plus moderne. Eux aussi ne viennent pas de cette ville-là. Et du côté de la famille de Steve, donc par opposition, la mère, je l'ai travaillée dans une, je dirais, oui, une certaine passivité assumée aussi. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression que la mère avait des ambitions bien autres, que Steve découvre là plus tard. Elle avait d'autres ambitions pour sa famille, entre autres ne pas retourner dans la ville du père, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et sa solution à elle pour vivre ça, c'était un repli très important, très en fait pathologique dans sa psyché. On pourrait présumer qu'elle est dépressive. Je voulais pas en faire un personnage dépressif pour qu'il soit facile à écarter de l'histoire. Cette fonction-là m'apparaissait importante dans l'équilibre. Et pour faire écho donc à ce couple d'amis du début de l'histoire, Steve rencontre à l'adolescence une meilleure amie qui s'appelle Cindy. Elle a tout du prototype grunge, vraiment, elle a sorti tout droit d'une vidéo de Nirvana. Donc, c'est l'âge de l'anarchie, elle est punk. Et c'est elle qui lui dit arrête de te replier à l'intérieur de toi, tu es en train de te consumer, il faut que tu libères ça. C'est vraiment, pour moi, je donnais beaucoup d'agentivité, si c'est un terme que vous utilisez ici, pour l'encourager justement à se libérer de cette colère-là. Et c'est un peu par elle. C'est elle qui lui enseigne. Il n'y a pas que ton père là, qui est violent dans cette vie-là. Toute cette ville est une violence. Elle a une pensée politique beaucoup plus, une acuité politique plus développée, plus mature que lui. Donc, dans ce livre sur le devenir masculin, je trouvais que ça donnait juste assez de marge de manœuvre pour que Steve puisse considérer d'évoluer différemment que la ligne dure de son père. Cependant, toute la question était de savoir est-ce qu'il est suffisamment autonome et suffisamment ou alors pas suffisamment blessé pour pouvoir accomplir une autre manière d'être lui-même. Ouais. C'est amusant comme on a l'impression que vous vous justifiez en fait. Ma question n'était pas où sont les femmes, vous les avez fait disparaître, mais effectivement on est dans des mondes d'hommes puisqu'on est dans des mondes industriels de métiers masculins, mais il y a énormément de personnages de femmes. Donc ma question était plutôt où sont-elles, c'est-à-dire où se situent-elles et quel rôle ont-elles. Donc vous avez répondu. No. Ok, comincio dalla parte sul corpo e poi quello sulla donna, in particolare sulla madre, direi. Sul corpo, il mio libro è molto corporale, a tratti anche scatologico. Donc le livre de M. Prunetti est très très corporel, il y a beaucoup de corps et même eschatologique. Perché parla di un corpo umile, un corpo proletario, e in realtà sì, al centro c'è il corpo del padre, che ho ricostruito anche con l'archivio fotografico, questa dimensione dell'archivio privato. Ho messo insieme le foto di mio padre in diversi momenti della sua vita. Donc c'est un corps humble, ouvrier, et c'est un corps aussi qu'il a pu reconstruire grâce aux photos de son père, donc une archive privée qu'il a de lui. E già quello serve a far vedere quanto la vita e la malattia poi, ma anche prima ancora l'esposizione a diversi agenti tossici, non c'è solo l'amianto nella vita di mio padre, abbiano veramente accelerato. Ci sono le immagini di quest'uomo mio padre era anche un uomo molto molto bello, era molto anche che teneva molto al suo aspetto fisico, e c'è questa forte degradazione del suo corpo nel corso degli anni, e poi negli ultimi 2 anni della malattia. Donc ce qu'il représente, c'est vraiment le corps de son père. Son père était aussi un bel homme qui tenait beaucoup à son apparence physique et qui se dégrade au fur et à mesure, tout notamment parce qu'il a été exposé non seulement à l'amiante, mais aussi à d'autres substances toxiques. Et dans les 2 dernières années de sa maladie, il a dégradé au fur et à mesure. E poi ecco, negli ultimi 2 anni appunto la questione del corpo diventa un problema per me anche veramente fisico, nel senso che io per 2 anni mi sono occupato del suo corpo, mi sono preso cura del suo corpo e dovevo alla fine proprio sollevarlo fisicamente, un corpo che era per colpa del cortisone era diventato enorme,
e quindi io avevo proprio il senso della fatica, del lavoro di cura che facevo sul suo corpo, e quindi non potevo non scrivere di questo corpo perché avevo un'intimità, come purtroppo succede nella malattia, no? Un'intimità con il corpo di un familiare malato che soprattutto all'inizio è un po' scioccante, no? Donc il a dû forcément parler du corps de son père parce qu'au bout d'un moment, c'est lui qui s'en est occupé d'un point de vue vraiment physique, matériel. Il devait le porter, il devait le faire monter les escaliers, faire lever du lit. Et au bout d'un moment, il était énorme à cause de la cortisone. Et il ne pouvait pas s'empêcher d'écrire de ce corps qui était devenu vraiment une tâche, quelque chose dont il devait s'occuper. Poi avevo anche dei ricordi dell'infanzia, del corpo di mio padre, una volta che si era fatto male, aveva tutta una serie di ferite alle gambe che da piccolo mi spaventarono, mi fecero paura. Questo ricordo diciamo, del corpo diciamo, traumatizzato del padre era un'altra cosa che stava molto forte nella mia sensibilità, nella mia memoria. Et dans la sensibilité et la mémoire d'Alberto, il y avait cette image du corps du père blessé qui revenait aussi de son enfance à cause d'un accident qu'il avait eu. Il avait été blessé. Et donc cette idée du corps du père et de la vision du corps du père est un traumatisme qu'il voulait forcément mettre dans le livre. Venendo alla questione della presenza, soprattutto che spesso mi è stato chiesto, la questione della presenza di mia madre nel romanzo. Io prima ho detto che mia madre mi ha aiutato a scriverlo e in certo modo sta un po' come chi scatta una foto che non si vede perché sta dietro l'obiettivo, ma c'è anche un altro aspetto. Alors, si on revient sur la question de sa mère, donc en présence féminine, parce qu'on lui pose souvent la question de la posture et de la position de sa mère, la métaphore est celle de quelqu'un qui prend la photo, donc qui prend la photo, qui est responsable, qui est là, mais qu'on ne voit pas. Mais il y a aussi un autre élément. Naturalmente è questo, che mia mamma è stata anche la persona che ha letto la prima stesura del libro e c'era molto più di lei in questa prima stesura. Quando lei ha letto il libro, il manoscritto, mi ha detto mi è piaciuto moltissimo, però adesso togli tutto quello che mi riguarda. Ok, donc la première mouture, le premier jet du livre a été lu par la mère d'Alberto. Sa mère a été très contente et elle a dit oui, c'est très bien, j'aime beaucoup, mais maintenant tu enlèves tout ce qui me concerne. E io ho pensato molto su qual era la ragione di questo rifiuto a comparire, cioè se era un po' la postura delle persone di classe operaia che in fondo anche troppo parlare di te ti dicono ma chi pensi di essere, perché chi ti senti, no? Per questo tipo di atteggiamento per cui comparire troppo non è una bella cosa. Non so se è una questione di classe o se è anche una questione un po' geografica. Mia madre viene originaria di una famiglia di contadini siciliani che tendono un po', secondo me, ecco, a questo senso di... È un po' l'opposto di mio padre che era livornese e teatrale. Mia madre è molto più... Può essere una questione di genere, può essere una questione di classe, può essere una questione geografica. Fatto sta che non voleva comparire. Oui, effectivement, il s'est posé la question par rapport à ces refus à comparaître, si on veut bien traduire par cela. D'un côté, c'est peut-être parce que c'est une posture typique de la classe ouvrière qui tendait à être modeste et humble parce qu'elle avait peur qu'on lui pose la question « mais tu te prends pour qui ?» Une autre possibilité était la question de genre, donc les femmes, elles n'étaient pas très présentes. Et l'autre question peut-être régionale, parce que sa mère est originaire de la Sicile, et notamment d'un pays de paysans, et donc on n'a pas cette volonté de s'exposer autant que son père, qui était par contre de Livorno, donc toscan, avec une attitude très théâtrale, donc les opposés. Va detto che alla fine ho negoziato la presenza di mia madre, cioè in realtà Mianto è il primo di una trilogia di 3 libri e piano piano sono riuscito a metterla un po' di più e addirittura nella copertina dell'edizione spagnola dell'ultimo libro lei è in copertina assieme a mio padre.
Donc en fait, il a réussi à négocier petit à petit la présence de sa mère parce que Amianto est le premier livre d'une trilogie. Donc au fur et à mesure que les livres s'écoulaient et passaient, il a réussi à l'insérer et sur la couverture de l'édition espagnole, il y a la photo de sa mère et son père. L'ultima cosa che vorrei dire su questo riguardo è che non è facile scrivere della madre anche in forma letteraria. Faccio l'esempio di due importanti autori e autrici, un'attrice e un autore francese che hanno scritto della madre, un récit de filiation sulla madre, una è Annie Ernaux e l'altro è Didier Ribon, però mi sembra, se non mi sbaglio, entrambi l'hanno fatto quando la madre era già morta, nel senso io non vorrei scatenare la potenza, diciamo, vendicativa della madre e non avere nemmeno il coraggio di riuscire a scrivere di lei con lei viva, ecco. Et la dernière chose qu'il prend en considération, c'est que c'est très difficile d'écrire de sa propre mère. En France, il cite les deux exemples d'Annie Ernaux et Didier Ribon, mais qui l'ont fait quand la mère était morte. Et du coup, il ne voudrait pas ne pas avoir le courage d'écrire de sa mère pendant qu'elle est encore là. Merci beaucoup. Alors, avant de laisser la parole à la question du public, une dernière question peut-être pour avancer vers la conclusion, la transmission et donc le devenir aussi de ce que vous racontez dans ces récits. Ma question porte vraiment sur la manière dont vous entendez ou pas. Est-ce que c'est explicitement clair pour vous ou pas du tout? Et dans quelle mesure, dans quelle manière donc vous entendez en fait transcrire en quelque sorte et témoigner de ces mondes ouvriers? Et du coup, ma question porte sur la manière de transmettre l'histoire de ces mondes ouvriers sans les folkloriser. Vous avez tous les trois une attention à la langue très importante, que ce soit les surnoms que se donnent les camarades entre eux, que ce soit la langue québécoise ou l'italien populaire. Et donc, vous accordez une grande place aussi aux manières de s'exprimer de ces ouvriers et de ces mondes, au-delà des ouvriers eux-mêmes, bien sûr. Et donc, voilà, je voudrais que vous réfléchissiez un petit peu à cette question de la manière dont on transcrit, dont on traduit ces histoires. Et je voudrais, pour introduire vos réponses, citer, pardon, il va me falloir mes lunettes, citer quelques lignes de Christian Astolfi qui, à mon avis, disent extrêmement bien quel est le projet précisément et quel est le projet probablement de beaucoup d'écrivains, mais aussi de beaucoup d'historiens. C'est à la page 165. « Je relatais le vécu, le restituais à ma convenance, le dramatisais, l'enjolivais, le déformais à ma guise. Je plantais le décor, les didascalies, je rappelais les faits, j'improvisais les dialogues, je réécrivais l'histoire. Qui pouvait m'opposer la sienne? Une autre vérité. J'étais le scénariste, le metteur en scène, le monteur, le projectionniste. J'étais le narrateur, le témoin, le personnage principal. J'étais la voix off. » Je trouve cette manière de présenter le travail de l'écrivain et aussi de l'historien tout à fait intéressante, notamment dans cette espèce de toute-puissance de l'écrivain. Voilà, donc je voulais vous interroger sur cette question-là. Oui, enfin, pour moi, écrire, c'est tout ça. C'est une manière de penser le monde, mais... Je parlais tout à l'heure de recomposition fictionnelle de réalité. C'est donc ça, c'est reconstruire des réalités par l'intermédiaire de la fiction, en se donnant le droit de le faire, pas du côté de l'historien, parce qu'on n'est pas historien, de le faire du côté d'un processus narratif. Moi, quand j'écris, j'ai pas de plan, j'ai pas d'intention. Par exemple, pour peut-être mieux parler et répondre, je sais pas si ça va répondre, le premier chapitre de Notre Monde Emporté, bon, pour ceux qui l'ont pas lu, ça fait rien, je dévoile, c'est une photographie. On est en 2015, il y a des ouvriers vieillis, des personnages ou malades ou des fils et des filles d'ouvriers qui sont morts et qui attendent de l'État français une réponse
sur un procès qu'ils veulent, à l'image qu'il y a eu en Italie, un procès pénal. Des procès civils, il y en a eu, mais ils attendent un procès pénal parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, l'État français a construit une histoire d'oubli et a laissé faire, en particulier un comité qui s'est appelé Comité permanent amiante pendant 13 ans, de 1982 jusqu'à 1995, puisque l'amiante est interdit en France en 1997, un narratif là qui leur a menti et qui a produit des dizaines de milliers de morts. Et donc, quand j'écris, je commence comme ça, et puis très vite, je comprends que j'ai en face de moi des figures ouvrières sur cette photographie, et de là, je tire le narrateur et je remonte 40 ans avant dans l'histoire des ouvriers des chantiers navals. Donc j'écris comme ça, j'écris en fait en alimentant le récit d'une histoire ouvrière, en alimentant le récit d'une histoire politique, et ça arrive comme ça, transversalement. Il y a des choses de moi, il y a des choses de mon père, il y a des choses que j'ai vues, des choses que j'ai entendues, il y a de la réflexion politique, il y a un engagement politique, il y a un engagement social, et tout se construit comme ça. Et donc, je ne sais pas si je réponds de cette façon à ce que vous dites, mais les intentions sont avant tout des intentions narratives qui me permettent de m'octroyer le pouvoir, peut-être la toute-puissance, de parler de monde où j'ai été qu'en partie, que j'ai vu qu'en partie, et où l'imagination prend le dessus sur peut-être la réalité, et c'est pour ça qu'on est loin de l'histoire exacte. Oui, je peux tout à fait poursuivre dans ce sens-là si j'intercepte la dimension de transmission de votre question. En écrivant, j'avais quand même en tête mon fils qui a 23 ans aujourd'hui, qui a lu le livre et qui allait, entre les lignes, comprendre bien des choses qui ne sont pas destinées aux lecteurs hors de ma famille. Mais l'une des choses que les enfants font, par lesquelles ils s'expriment, c'est de leur manière de créer un monde imaginaire avec leur quotidien. C'est à ça que je voulais rendre hommage d'abord. Je l'expliquais au début, c'est un roman que j'ai voulu magnifier la partie lumineuse de l'enfance pour mieux basculer vers le drame et donc l'opposer, faire vraiment disparaître, comme si toute cette lumière-là avait été absorbée par le trou noir de la mine. Mais je vais être très prudent avec ça à nouveau, mais pour moi, l'enfance dans ce territoire-là, et c'est ce que j'ai voulu transmettre entre autres à mon fils, et il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont vécu des enfances similaires, c'était l'insouciance complète de partir en vélo toute la journée, pas de casque, avec seulement un sandwich. Et on nous disait, dans la ville de Thetford Mines, n'allez surtout pas sur les dompes, allez pas grimper sur les dompes. Et bien entendu, on le faisait, surtout le dimanche quand c'était fermé. Et on savait que c'était une matière qui était dangereuse. À quel point, bon, c'est un discours qui était faussé par toutes sortes de contre-discours. Mais on y a été exposé, il n'y a aucun doute. On a vécu pleinement sur ce territoire-là. Il y a une scène dans le roman où je raconte qu'il y a tellement de fibres un peu partout dans le quartier que lorsque la boue, après une pluie, fige, on peut la décoller en immenses galettes. Et bien entendu, on se les balance au visage. C'est ça être enfant. Il y a cette magie-là. Je suis sans doute chanceux. J'ai été exposé sans aucun doute à tout ça, pas de manière aussi intramurale ou alors de manière aussi industrielle qui vient évidemment changer les statistiques. Et comme je le racontais, dans la culture ouvrière de l'époque, on avait compris certaines choses quand même. On savait très très bien que la matière était un problème, mais au moins pour les travailleurs, on avait finalement compris comment ne pas les tuer. C'était quand même assez particulier tout ça. Mais si j'ai voulu transmettre quelque chose, c'est quand même que dans les milieux les plus rudes, autant la famille que je décris que le territoire, il y a la possibilité pour l'enfance de s'épanouir, de créer quelque chose de magnifique. Cela dit, plus le territoire est rude, plus les zones de sécurité qui devraient être normalement la famille, et puis après le travail, ces zones-là devraient nous sécuriser, devraient nous permettre de nous accomplir. Plus ces zones-là nous font violence, plus il est difficile après ça de s'en sortir. Et je suis vraiment allé explorer donc les conséquences de ça
du côté de l'adolescence du roman, et c'est là qu'il me semblait absolument normal de dire, mais si on veut être bien honnête, ça n'a aucun sens, cette exploitation. Ça, ici, c'est le début de l'écologie en 86, 88 chez nous, c'est le début de ce mot-là même, d'écologie, et on voit ces espèces de terrils ruisseler dans l'eau courante, qui sédimenter les ruisseaux. C'est un problème écologique, c'est un problème sur la santé. On a beau essayer de nous le cacher, on a bien compris qu'il y avait des millions de gens des milliers, des centaines de milliers de gens qui en mouraient partout autour de la planète, même s'il y avait le contre-discours des emplois sauvés chez nous. Il y avait aussi ça que je voulais quand même transmettre, c'est qu'on n'est pas non plus en négation complète de notre milieu, c'est juste qu'on est forcé d'y vivre, donc on essaie on se croise les doigts, on respire pas trop la terre, mais il faut quand même essayer de s'y épanouir. Mais s'il y a quelque chose qui m'est apparu évident pour terminer ce roman-là, c'est qu'il y a un seul destin inexorable à celui de l'amiante. Et c'est la fermeture des usines sur le plan concret, capitaliste, et la mort sur le plan symbolique ou même physique sur les corps des gens qui ont été trop exploités. Donc ça ne donnait pas une voie de sortie très grande. Allora, la prima questione è quella di scrivere senza folclorizzare, no? E, diciamo, questo in genere è un problema che si pone quando si prova a scrivere riguardo a realtà che non si conoscono, o quando si prova a scrivere senza tenere i piedi dentro al fango della realtà. Ovviamente ero favorito dal fatto di essere cresciuto all'interno del contesto sociale che descrivevo. Alors, la première question par rapport à l'écriture folklorique qui puisse folkloriser un peu l'histoire est un risque, d'après Alberto, qui est encouru par ceux qui ne connaissent pas assez le contexte qu'ils sont en train de décrire, et ils pouvaient s'en échapper parce qu'il est ancré dans ce même contexte. Ovviamente è possibile scrivere storie operaie anche provenendo da ambienti non operaie, però serve una forte dose di empatia e anche capacità di mettersi in ascolto, mentre in questo caso per una volta avevo il vantaggio di essere nato in una situazione svantaggiata, che fa sì che però, diciamo, poteva essere uno strumento per portare a termine un lavoro di scrittura decente, ecco. Alors, il ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'écrire une histoire ouvrière sans avoir été d'une famille ouvrière. Il est bien possible, mais dans ces cas-là, il faut avoir une bonne dose d'empathie et il faut aussi se mettre à l'écoute. Mais dans son cas, il avait eu le désavantage de naître dans une famille ouvrière, désavantage entre guillemets, qui là devient un avantage et un outil fructueux pour écrire cette histoire. Riguardo, va detto che intorno a me ho visto molti tentativi di folclorizzare, tendenzialmente questo accade quando chi scrive, insomma, soprattutto di un gruppo dominato, oppresso, poi ha una vita che è completamente diversa, e questo fa sì che in qualche maniera molto spesso le rappresentazioni del mondo dei lavoratori che io ho trovato in Italia in passato erano molto caricaturali, ecco, sì. Donc il revient sur l'idée que la littérature italienne présente des figures ou des histoires ouvrières où le risque de caricaturer, de folkloriser n'est pas du tout échappé. Où il y en a parce que les personnes après ou les écrivains n'ont pas cette vie, ne connaissent pas assez cette vie. Venendo alla questione invece della lingua, appunto l'attenzione della lingua è un elemento fondamentale di rispetto, perché io ovviamente lavoravo sulla lingua, sul ricordo sempre più evanescente purtroppo anche proprio della voce di mio padre. Alors le travail sur la langue était quelque chose qui est crucial pour Alberto, et il travaillait beaucoup sur la voix de son père qui malheureusement petit à petit s'estompait, le souvenir de sa voix. Ho fatto molte riflessioni, ovviamente essendo la lingua era la materia del mio lavoro, e quindi continuamente mi lavoravo su questo tema, ma anche sul senso politico delle parole, sul registro ad esempio, ma anche sulla quantità delle parole.
c'era una figura molto importante in Italia, Don Milani, riassumendo, si può dire sia un prete della corrente della teologia della liberazione, un prete di sinistra, molto semplificando. Sosteneva che il padrone, in qualche maniera, parlava negli anni 60, cioè il padrone vince sull'operaio perché ha più parole, però a me questa cosa non mi ha mai convinto davvero. Alors, la langue étant l'outil de travail d'Alberto est toujours au centre de ses préoccupations et donc il s'est toujours interrogé non seulement par rapport au sens, mais aussi par rapport au registre, à la quantité aussi, et là par rapport à un intellectuel, je ne sais pas si on peut dire intellectuel, mais bon, un prêtre italien, Don Milani, c'est un prêtre de gauche, qui disait que en effet, le patron a et peut avoir son pouvoir sur l'ouvrier parce qu'il connaît plus des mots. Mais il n'est pas convaincu de cette Io penso position. che in realtà il padrone è più potente, più ricco e quindi ha più diritto alla parola, tutto qua. Il pense tout simplement que le patron il est plus riche et donc il a plus droit à la parole. Faccio sempre un esempio quando parlo della lingua e del mio libro di un aneddoto che io chiamo la storia di Renato in ferramenta. Alors, lorsqu'il parle de la langue de son livre, il propose toujours pour faire comprendre les lecteurs et les spectateurs une anecdote, c'est-à-dire l'histoire de Renato, son père, dans un magasin de Ferramenta, la vesticheria, non so come si dice. Oui, la quincaillerie, mais qu'il n'y en a plus. Oui. Ok, e in realtà tutto inizia quando io ero a Siena a fare da studente fuori sede all'università e una volta sono andato in una ferramenta perché si comprano anche sia oggetti di lavoro che oggetti per la casa nelle ferramente in Italia. No, vas-y. E ho trovato un mio professore dell'università molto rispettato, molto affascinante, che si presentava con un oggetto rotto chiedendone uno uguale. Alors, il était étudiant à l'université, il était à Sienne, et en fait, il était allé dans une sorte de magasin où il y avait un peu de tout, on pouvait acheter des choses aussi pour la maison, et il a rencontré un professeur de la fac, apparemment très puissant et très charmant aussi, qui est arrivé auprès du comptoir en demandant d'avoir un objet, et il avait dans ses mains un objet cassé, et il demandait d'en avoir un pareil. Sì, perché un oggetto era come posso dire, uno strumento di lavoro, ecco. E con mio padre, Renato rideva delle persone che andavano in ferramenta a chiederne ne voglio uno uguale, perché lui non faceva così. Lui entrava in ferramenta e per esempio diceva ho bisogno di un raccordo da 3/4 di pollici con valvola di non ritorno. Scusa. Bon, en fait, son père, il rigolait énormément des personnes qui rentraient dans une quincaillerie avec un objet, un outil de travail en demandant est-ce que vous en avez un de la même manière, parce que son père, il faisait pas ça. Il rentrait dans un magasin de ce type, et il demandait, je voudrais bien, avec toutes les mesures un tuyau, un service, avec la précision d'un ingénieur presque. E quindi mi sono reso conto che in realtà in ferramenta mio padre era dal punto di vista linguistico era molto più competente e più potente di un professore universitario. Quindi il punto era, diciamo, la zona di comfort e il potere che tu emani nella zona in cui vivi, no? Donc paradoxalement, dans ce magasin, il a découvert que son père était beaucoup plus compétent, beaucoup plus puissant qu'un professeur de l'université, d'un point de vue linguistique évidemment, parce que tout dépend de la zone de confort, du milieu où on bouge et où on se déplace. E quindi nel mio libro ho cercato anche di restituire questo aspetto della lingua tecnica, della poesia della lingua tecnica. Per esempio nelle prime pagine racconto come si fa una saldatura e un saldatore mi ha chiesto come è possibile che tu abbia descritto così bene una saldatura se non sei un saldatore, però da piccolo mio padre mi aveva insegnato un po' a lavorare, quindi forte di questa competenza linguistica ho cercato di renderla poi anche un atto in qualche maniera letterario per riscattare questa lingua che fuori dalle fabbriche o dalle ferramenta
non aveva diritto all'esistenza in qualche modo. Et en fait, son objectif était aussi de restituer cette compétence linguistique de son père, qui était un soudeur, et donc qui savait très bien souder. Et donc, dans le premier chapitre, il y a cette description de comment il faut souder quelque chose. Et un soudeur professionnel lui a posé la question, mais comment tu peux te décrire de cette manière si précise si tu n'es pas toi-même soudeur? Et en fait, quand il était petit, son père lui avait tout expliqué. Et donc, l'idée d'utiliser cette langue même technique, c'est aussi une manière de racheter, entre guillemets, venger son père d'un point de vue linguistique. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste 10 petites minutes pour des questions du public. Merci beaucoup. J'ai lu aucun de vos livres. C'est juste un commentaire, en fait. En vous écoutant, je me dis que je ne suis pas un grand fan des parallèles entre des substances et pesticides, amiante et compagnie. Il y a toujours des différences. Mais en vous écoutant, je me dis, à chaque fois, revient le parallèle entre le monde ouvrier et le monde agricole, avec un décalage d'une génération peut-être, avec un monde qui est condamné, mais qui est encore là, dans lequel l'avenir est quasiment plus possible pour les nouvelles générations. En tout cas, il y a aussi cette menace toxique, il y a aussi les tabous autour du travail, les tabous autour de la contamination, des maladies. Il y a le rôle des femmes spécifiques, y compris qui brisent les tabous, qui ouvrent des voies de possibles de changement. Il y a aussi les mensonges, y compris les mensonges d'État, les procès pénaux impossibles, et aussi cette dimension de la contamination familiale, où que nous, au GISCOP 84, donc c'est un programme de recherche sur les cancers hématologiques qui sont liés aux pesticides, où souvent il y a des personnes qui viennent, qui sont tombées malades et qui disent c'est bizarre, mon père il avait le même cancer que moi, ça doit être génétique, ça ne l'est pas. Et où il y a qui est peut-être le plus gros tabou de tous, qui est la contamination à l'intérieur des familles, avec bien sûr aussi la question de la culpabilité qui est là. Bref, tout ça, il y a plein de résonances, je trouve. Et comment faire pour apprendre bon, je ne sais pas. Merci, je crois que c'est une excellente, non pas conclusion, mais disons... Ça fait aussi réfléchir à ce qui est en commun à tout ça, en fait, c'est lorsque l'humain va trop loin dans son envie, dans son avarice, c'est tout le capitalisme qui remet en question dans tout ça. Et moi non plus, je ne suis pas trop fan des métaphores trop étirées, mais que cette surprolifération-là, de cette envie de conquérir la nature, de la faire produire à outrance, c'est comme si le corps avait imité une maladie qui allait lui rappeler, en fait, qui n'est pas en équilibre avec son milieu. Et je pense que, et là, vraiment, je m'aventure dans un territoire qui n'engage que moi, mais je pense qu'on est devant une étape de croissance majeure, ou sinon d'accélérationnisme, pour qu'on en vienne à bout, parce qu'on est sur une ligne de tension qui n'est plus tenable du tout. Et si on n'est plus capable de produire de la nourriture, parce que là, vous ramenez un besoin beaucoup plus que l'amiante pour l'exploration spatiale ou isoler nos bâtiments. Là, on est dans des besoins vraiment hyper primaires. Et si on est déjà déséquilibré et qu'on meurt à vouloir se nourrir, là, sur le grand plan philosophique, mais même plus concret que ça, on a atteint un point de non-retour. Je crois que ce sera malheureusement le mot de la fin. Bonne chance tout le monde. Merci Grenoble. Merci beaucoup et bravo à vous. Et merci à toi, Judith. Il y a quand même les dessins. Deuxième dessin. Et le dernier.